Avez-vous déjà vu des publications sur les réseaux sociaux qui vous font douter de la sécurité des produits de soins que vous avez dans votre pharmacie? Est-ce que votre cousin a arrêté de mettre de la crème solaire parce qu'il disait que c'est ça qui causait le cancer de la peau et pas le soleil? Est-ce que votre petite dernière a adopté une routine de soins en 10 étapes? Ou bien est-ce qu'utiliser une application comme Yuka vous fait angoisser? Si vous êtes dans l'une de ces situations, cet épisode, il est pour vous. Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse vraiment. Ça fait longtemps que je suis journaliste puis j'ai fait souvent des reportages sur les soins de beauté, les crèmes pour la peau, les écrans solaires. Tout ça, ça m'intéresse. Et aujourd'hui, je vais pouvoir parler de tout ça avec une invitée qui s'y connaît bien, Sarah Bélanger. Salut, merci d'être avec nous. Salut Ève, très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Oui, moi aussi. Puis donc, Sarah, toi, tu es chimiste de formation, puis tu es spécialisée en cosméceutique, c'est ça? Exact. Fait que j'ai fait un bac en chimie cosméceutique à l'Université Laval, donc fondation de base en chimie, mais après spécialisée dans toute la science derrière les cosmétiques, donc la formulation, contrôle qualité, réglementation. C'est un peu un 360 des cosmétiques. Ouais. Puis j'ai aussi une spécialité au niveau de la biologie de la peau. Où est-ce que je me suis spécialisée durant ma maîtrise en sciences pharmaceutiques. Mm-hmm. Et après ta maîtrise, tu as travaillé dans le domaine. Exact. Donc, une fois que j'ai acquis mon bagage complémentaire sur la science des cosmétiques, la science de la peau, je me suis dirigée dans l'industrie des cosmétiques. Puis, j'y ai travaillé comme communicatrice scientifique. Donc, j'étais déjà un peu dans le penchant de la communication. Mais ça m'a vraiment permis de voir comment ça fonctionne dans une compagnie cosmétique, d'être à l'interface un peu de tous les départements, l'assurance qualité, la R&D, etc. Puis de voir un peu les choses qui me plaisaient peut-être moins, finalement, dans l'industrie des cosmétiques. Ça a été assez rapide. Je suis quand même quelqu'un qui est à cheval au niveau de mes valeurs. Puis quand il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, c'est assez rapide que je le sais. Puis malheureusement, c'est rien contre les endroits où j'ai travaillé, mais il arrive quand même souvent, en règle générale, dans l'industrie des cosmétiques, que les compagnies vont un peu jouer sur certains mythes, certaines informations plus ou moins vraies, sur la désinformation pour vendre leurs produits. Oui. Ça, c'est pas toujours nécessairement conscient au sein d'une compagnie, dans le sens qu'il y a des mythes tellement pernicieux qu'on n'est même pas au courant que c'est des mythes. Et une fois qu'on en prend conscience, on peut comme plus pas le voir. T'sais. Oui, en Fait que effet. là, ça m'a dérangée, puis c'est pour ça que j'ai quitté l'industrie après plusieurs mois. Oui, donc là, finalement, t'es complètement indépendante. T'as aucun conflit d'intérêt dans le sens que t'es pas affiliée à aucune marque, aucune Exactement. compagnie. J'ai aucun lien financier quelconque avec l'industrie cosmétique. Puis ça, c'est super important pour moi en tant que communicatrice scientifique de pouvoir être une source neutre, dans le fond, pour les consommateurs de cosmétiques. Parce que souvent, OK, est-ce que je pourrais me fier à telle influenceuse qui est payée par telle compagnie? La question se pose. Ça veut pas dire que c'est pas fiable, mais non, c'est les ça. liens financiers, quand même, occupe une certaine place. Oui, c'est important de le mentionner, en tout cas. Puis sur les réseaux sociaux, maintenant, tu es connue sous le nom de Miss Derm, puis tu as quand même pas mal de succès, hein? Oui, ça a été assez rapide, c'est ça. Ça fait 1 an aujourd'hui officiellement. Oh, bon anniversaire! Du 26 février 2026, jour d'enregistrement, que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Ouais. Fait que ça fait 1 an que j'ai cliqué « Publier » pour la première fois sur les réseaux sociaux. Puis ça faisait très longtemps, là, en fait, que ce projet-là m'habitait depuis des années et des années. J'en parlais à mon entourage. J'avais déjà commencé à participer un peu à des événements de communication scientifique, tout ça pour me tremper le bout du pied, mais j'étais quand même frileuse à sauter tête première dans l'eau, mais là, je l'ai enfin fait. Ouais. Oui, bien c'est ça. Parce que je peux comprendre que ça peut faire peur aussi de devenir vulgarisatrice scientifique dans ce domaine-là. Juste très rapidement, le bilan que t'en tires, c'est quoi? Oui, c'est assez rocambolesque. C'est à la fois tellement gratifiant, puis je le sens à quel point mon contenu a vraiment un impact, de recevoir des messages des personnes qui me disent à quel point mon contenu les aide à orienter leur choix, à faire des choix plus éclairés dans les cosmétiques. Mais en même temps, veux pas, ça fait en sorte que je constate de très près l'impact de la désinformation. Là. En étant sur les réseaux sociaux, j'interagis avec toutes sortes de commentaires aussi, toutes sortes de contenus. Donc, c'est sûr que c'est très confrontant aussi, puis de mettre mon visage un peu sur... de porter la voix de la science un peu dans un sens, ça fait en sorte aussi que je peux recevoir beaucoup de frustrations qui vont au-delà des cosmétiques que les gens ont envers la science, les institutions, etc. Donc, c'est sûr qu'on devient un peu la cible aussi. Donc, c'est beaucoup d'exposition, finalement. Oui, c'est ça. Que je dirais, plutôt que de travailler derrière
mettons, l'agence Science Presse, genre peut-être que j'aurais un peu plus de paix d'esprit, mais en même temps, bon, voilà. Je comprends. Puis aussi, c'est vrai que quand on démystifie des mythes, des fois, les gens vont se sentir attaqués parce que c'est du domaine, dans le fond, des croyances parfois. Donc, des fois, les gens vont se sentir attaqués parce qu'ils ont cru à quelque chose. Ouais. Alors là, on est en train de dire, ben cette information-là, d'un point de vue scientifique, elle n'est pas fiable. Ouais. Donc, c'est sûr que ça peut choquer des fois d'apprendre des choses. Ouais. Ben vraiment. Ouais. Dans le fond, on adresse des systèmes de croyances, des visions du monde. Fait que c'est sûr que ça vient comme complètement déboussolé, là, si on apprend qu'il y a telle chose qu'on croyait depuis 20 ans. Est fausse finalement, mais c'est déstabilisant. Ouais. C'est ça. Alors Sarah, je vais dire, j'ai été très contente de te voir apparaître dans le paysage médiatique francophone parce qu'il y avait déjà des gens que j'admirais beaucoup qui font le travail que tu as commencé à faire il y a 1 an. Je pense à Lab Muffin, donc, et EcoWell aussi, mais il n'y avait pas grand-chose du côté francophone. C'est ça, c'est pas mal tout en anglais, dans le fond, le contenu de vulgarisation scientifique des cosmétiques à l'international. Il y en a un petit peu en France à peine, mais moi aussi, c'est ça. Michel Wang, Jen Novakovic, c'est mes 2 sources d'information. Toujours que ça fait super longtemps que je les suis. Là, Elles sont vraiment excellentes. Puis aussi, ça montre à quel point il y en a quand même pas mal de la recherche scientifique sur les produits de soins, mais pas toujours accessible. Donc, on a vraiment besoin de personnes qui font de la vulgarisation. Je pense que oui, honnêtement, c'est vraiment essentiel parce qu'en tant que consommateur, consommatrice de cosmétiques, c'est difficile finalement d'aller au fin fond des choses et de s'y retrouver. Là. Il y a juste trop d'informations contradictoires qui circulent. Puis malheureusement, des fois, les personnes qui font pas bien leur travail de recherche au niveau de la littérature peuvent partager sans le vouloir vraiment de la désinformation parce qu'il y a vraiment, on va donner des exemples, il y a vraiment de la désinformation qui circule tellement amplement qu'on oublie de la questionner. Bien, absolument, c'est ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on finit par accepter que c'est sûrement vrai, puis là, avec le biais de confirmation, ça devient difficile finalement si on n'a pas le bagage nécessaire pour interpréter la littérature, puis même les informations juste de base qu'on trouve en ligne, de départager le vrai du faux, c'est super compliqué. Là. C'est pour ça qu'on a besoin de vulgarisateurs, vulgarisatrices scientifiques. Absolument. Puis là, je voulais qu'on commence l'entrevue peut-être en nommant certains arguments qu'on entend souvent, qui semblent convaincants là, en surface, mais dont on doit se méfier. Et le premier, on le voit souvent, c'est « ce produit est 100% naturel ». C'est quoi le problème avec ça? Ah oui, c'est vrai qu'on voit tout le temps ça, où genre 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Puis là, on est convaincu en voyant ça que c'est soit meilleur pour la santé et ou pour l'environnement aussi. Alors que la réalité de la chose, c'est que c'est plus compliqué que ça, comme toujours. Ce n'est pas noir ou blanc. Donc, naturel ne veut pas nécessairement dire meilleur ni plus sécuritaire parce que, tout d'abord, la nature est source de multiples poisons. On le sait très bien. Donc, c'est pas nécessairement l'origine d'une molécule qui va déterminer sa sécurité, mais plutôt la dose puis la façon dont on va y être exposé. Donc, il y a des molécules en laboratoire synthétisées qui sont tout à fait sécuritaires. Il y en a qui sont issues de la nature qui sont sécuritaires et vice-versa, il peut y en avoir qui sont dangereuses. Donc, l'argument de c'est naturel, donc c'est meilleur, ça vient vraiment jouer sur l'appel à la nature, ce raccourci-là qu'on a, les êtres humains, à penser que ce qui est naturel, c'est mieux. Ça vient vraiment jouer là-dessus. Puis c'est pas un terme qui est réglementé non plus. Il y a des normes à l'international, les normes ISO qui cadrent quand même un peu c'est quoi la définition de ce qui est naturel, mais il reste que libre à chaque compagnie de les... Ça veut pas dire grand-chose. Non, c'est ça. Ça veut rien dire au final. Ça veut rien dire. Puis ça m'amène au deuxième argument qu'on voit souvent, ce produit est sans produits chimiques. Ça aussi, là, c'est problématique. C'est de la chimiophobie, en fait. Exactement. Merci de le dire. Oui, c'est ça. C'est la fameuse peur des produits chimiques, de penser... Bien, tout d'abord, ça n'existe pas, dans le fond. Un produit sans produits chimiques, c'est impossible. Ça voudrait dire qu'on vend rien. Même un pot vide avec juste de l'air dedans est rempli de produits chimiques parce qu'il y a de l'air. Puis, tu sais, souvent, le monde va avoir peur aussi même des termes, les mots longs, dans le fond, des molécules. De l'eau, ben c'est aussi du monoxyde de dihydrogène. Mais si je dis monoxyde de dihydrogène, ça sonne bien plus épeurant que de dire que c'est de l'eau. Fait que, oui, l'argument sans produits chimiques, c'est même pas quelque chose, selon moi, qui devrait être autorisé dans la réglementation. Là, je veux dire, c'est assez rare que les compagnies y font recours, mais ça m'est arrivé il y a quelques années d'écrire à une compagnie qui avait écrit ça sur leur site web. J'étais comme, y a-t-il un chimiste dans la place? Genre, qui a approuvé une telle allégation? C'est ça. Ça veut rien dire, ça non plus. Puis aussi, le problème, c'est qu'on oublie souvent de mentionner que c'est la dose qui fait le poison. Donc, même s'il y a un produit qui, à la limite, peut être problématique à des doses très, très, très élevées, il n'est pas nécessairement à petite dose. Là. Exactement. Là, tu sais, je veux dire, il y a énormément d'ingrédients, dans le fond, dans les cosmétiques, qu'on pourrait certainement bâtir tout un document qui fait super peur en disant, sur les rangs, on a observé telle affaire avec l'octocrylène, etc.
la majorité des ingrédients ont démontré des effets néfastes en laboratoire parce que c'est un peu ça le but des études aussi qu'on a faites, les études toxicologiques, en donnant une haute dose de tel ingrédient par ingestion à un animal pour savoir jusqu'à quelle dose Quoi, le est-ce qu'ils vont être seuil? sécuritaires, dans le fond, pour les êtres humains. C'est pour ça qu'on a fait ces études-là. Donc, c'est vraiment la dose qui fait le poison. Oui. La fameuse règle en toxicologie que le risque est égal au danger fois l'exposition. Donc, toute substance, même de l'eau, si on en boit trop, peut être dangereuse si on est exposé à une trop forte dose ou qu'on se noie dans l'eau, par exemple. Donc, c'est vraiment la dose puis la façon dont on va être exposé à un ingrédient. Donc, est-ce qu'on va le mettre sur notre peau? Est-ce qu'on va l'ingérer? Est-ce qu'on va le respirer? Tout ça, ça va déterminer le profil de sécurité, le risque, finalement, de l'ingrédient. Ce que je sens aussi, c'est qu'il y a quand même des entreprises qui rentrent dans ce marketing-là. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui est problématique, hein? C'est un peu ça qui m'a mené aussi à quitter l'industrie cosmétique parce que je n'étais pas capable de tolérer ce marketing mensonger qui vient finalement essayer de vendre par la peur ou par des mythes plutôt que d'informer les consommateurs réellement sur le produit. Et je pense que c'est un marketing qui est complètement vide de sens, là. C'est mensonger, ça n'informe pas. Il y a beaucoup de problèmes dans le marketing. Puis tant que la réglementation, à mon avis, s'en mêlera pas, ça va continuer à être vu là, dans les cosmétiques parce qu'en Europe, ils sont beaucoup plus stricts au niveau de ce qui peut être dit dans les cosmétiques. Donc, les allégations comme, par exemple, sans non testé sur les animaux ou sans cruauté, ça, c'est plus autorisé en Europe depuis longtemps parce que, en fait, les tests sur les animaux sont interdits depuis le début des années 2000. Oui, y compris ici. Ici aussi, depuis 2023, donc c'est plus récent. Mais ici, c'est encore autorisé, par contre, de dire non testé sur les animaux. Je comprends. Mais en Europe, on ne pourrait pas dire ça parce que ça va de soi qui sont non testés sur les animaux. Donc, ça crée aussi une drôle de compétition, finalement, entre les compagnies. Puis, pour avoir parlé avec des personnes qui sont en train de développer des nouvelles compagnies cosmétiques, qui sont toujours mitigées un peu. Là, qu'est-ce que je vais dire dans mon marketing? Parce que là, les consommateurs, ils recherchent ces allégations-là. Ouais. Exact. Ils aiment ça quand c'est naturel, ils aiment quand c'est mentionné que c'est sans parabènes, etc. Donc, est-ce que ces compagnies-là, en tant que compagnie, est-ce qu'on décide d'alimenter finalement ces allégations-là, donc ces mythes, cette désinformation? Est-ce qu'on embarque dans la boucle? Parce que si on les met pas, peut-être que nos produits vont moins bien se vendre, que les gens vont assumer qu'ils sont peut-être moins sécuritaires. Ben oui. Donc, c'est une problématique qui est très large. Là. C'est vraiment comme une boucle sans fin. C'est pour ça que je dis que tant que la réglementation s'en mêle pas, les compagnies vont continuer à le faire parce que leur but, c'est de faire de l'argent. C'est pas d'informer les consommateurs nécessairement. Je dirais aussi qu'un des problèmes actuellement de la pression de la part des consommateurs envers les entreprises vient du fait qu'il existe des applications comme Yuka ou le site Skin Deep de... EWG, oui. Oui, exactement. Et ça, peut-être que tu peux nous en parler un peu de ce problème-là. Parce que je lisais, le Yuka, par exemple, c'est 78 millions d'utilisateurs là, dans le monde. Là. Fait que c'est vraiment beaucoup. Oui. Yuka, oui, qui est très, très, très utilisé par les consommateurs. Il y a aussi Inky Beauty, puis également le site du EWG, le Environmental Working Group, avec leur Skin Deep Database, qui va aussi souvent sortir dans les premiers résultats sur Google là, pour se renseigner sur la sécurité d'un ingrédient. Tout ça est excessivement utilisé par les consommateurs, puis je pense qu'il faut reconnaître le fait que ça répond à un réel besoin. En effet, les gens sont inquiets puis sont à la recherche de réponses claires puis à la recherche d'une aide aussi pour s'orienter dans leur choix. Donc, ces applications-là se présentent comme une très belle option, finalement, mais c'est un peu, finalement, un cadeau empoisonné. Oui, bien peut-être que, justement, on pourrait expliquer comment ça fonctionne. Dans le fond, c'est une application mobile qui analyse la composition des produits en scannant le code barre, c'est ça? Exact. Eux, dans le fond, ils ont commencé Yuka dans l'alimentation en premier, puis ensuite, ils ont développé la branche cosmétique. C'est vrai. Donc, mais bon, c'est ça. Donc, les systèmes de notation sont un peu différents, mais dans tous les cas, le principe est le même. On scanne le code barre du produit, du cosmétique, puis il va comme analyser la liste d'ingrédients, puis ensuite, avec son système de notation, finalement, établir une note de 0 à 100. Et c'est là que tous les problèmes commencent. Ben, tout d'abord, établir un système de notation de 0 à 100 pour prétendre évaluer la sécurité d'un cosmétique, de base, c'est complètement farfelu parce que ça contourne complètement la réglementation qui exige que finalement, tous les produits aient une note en quelque sorte de 100 sur 100. C'est-à-dire qu'il faut que tous les produits qui sont vendus sur le marché des cosmétiques soient sécuritaires. Donc déjà, de base, là, de donner une note de 0 à 100,
ça n'a pas vraiment rapport. En fait, ça laisse croire ce que je disais au début, que les produits qui sont en pharmacie sont pas sécuritaires. Exactement. Puis, tu sais, même des produits haut de gamme aussi, là, qui vont super mal noter au Sephora, etc. Donc, ça va même pas juste en fonction du prix, c'est vraiment des notes des crèmes solaires qui vont noter 0 sur 100. Ouais. Donc, maintenant, le problème avec leur système de notation, outre le fait qu'ils donnent une note de 0 à 100, c'est surtout que, on parlait tantôt de c'est la dose qui fait le poison, la fameuse règle de toxicologie qui prend en considération la dose, la façon d'être exposé à un ingrédient. Bien, Yuka, de son propre aveu, ne prend pas en considération la dose des ingrédients dans les cosmétiques. Ça, c'est vraiment problématique. Donc là, vraiment, un grand moment de silence pour Yuka. Là, je veux dire, c'est complètement pseudo-scientifique déjà de base. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est qu'ils ne vont pas non plus considérer la dose du produit qu'ils disent problématique. Là, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose de fondamental. La règle risque égale danger fois exposition, c'est essentiel de la considérer pour évaluer la sécurité d'un cosmétique. Puis ça, de toute façon, cette sécurité des cosmétiques, c'est quelque chose qui est déjà pris en charge par les compagnies. Les formulateurs vont s'assurer d'utiliser des doses sécuritaires. Donc, c'est vraiment la dose à laquelle on va être exposé, puis par la voie d'exposition aussi à un ingrédient qui va déterminer sa sécurité. Donc, est-ce que c'est un produit qu'on va manger, qu'on va mettre sur la peau, qu'on va respirer? Puis c'est quoi la dose aussi? C'est essentiel d'évaluer ça pour savoir finalement c'est quoi le risque d'un ingrédient. Mais ces applications-là n'ont pas accès à ces informations-là. Ils ne savent pas, par exemple, dans tel produit, on a mis quel pourcentage d'eau. Exemple, bon, l'eau pas super dangereuse, mais bref, elle pourrait l'être à une certaine dose. Donc, ils n'ont pas accès à cette information-là, puis ils ne la prennent pas en considération de leur propre aveu. Là. C'est pas quelque chose c'est ça, qui rentre dans leur calcul. C'est ça, quand on va sur le site, c'est très, très bien indiqué, là, qu'ils ne considèrent pas un paquet de choses. Exact. Ils disent qu'ils donnent leur opinion un peu sur la sécurité, si je ne m'abuse, des produits. Mais ensuite, genre, prochaine phrase, ils disent, par contre, on ne prend pas en considération la dose et la voie d'exposition. Donc, tu sais, je veux dire, c'est un aveu direct de leur pseudo-science. Oui, effectivement. Effectivement, c'est un gros problème. Puis c'est quoi les ingrédients qui sont démonisés là, par ces applications-là? Pourrais-tu m'en nommer 2 ou 3 que finalement, on sait que c'est pas problématique? Oui. Ben, il y a l'exemple classique des parabènes. Là. On voit l'allégation sans parabènes sur tous les cosmétiques presque maintenant. Mais il y a aussi les sulfates, les silicones. Souvent, des ingrédients qui vont avoir une tendance plus synthétique, qui vont être un peu plus démonisés aussi. Mais bon, c'est pas nécessairement une règle générale, mais c'est pour dire que les sels d'aluminium aussi qui sont vraiment très démonisés par ces applications-là. Dans les déos. Et malheureusement, c'est ça. On ne vient pas considérer la dose, ni la voie d'exposition, ni même les rapports qui sont cités sur l'application. Là. C'est-à-dire qu'un exemple très clair, là, pour les sels d'aluminium, Yuka, par exemple, va citer le rapport de 2021 ou 2023 du comité d'évaluation en Europe qui se penche sur toutes les données qu'on a sur cet ingrédient-là pour en évaluer la sécurité. Dans ce rapport-là, finalement, ils nous disent qu'en fonction de toutes les données qui existent sur l'ingrédient, il est sécuritaire aux doses utilisées dans les cosmétiques. Donc, Yuka va citer cette source-là, mais pourtant, ne va pas l'évaluer comme étant sécuritaire dans les cosmétiques. Donc, il y a comme une contradiction. Il manque beaucoup de nuances, en réalité, c'est ça. Oui, de mise en contexte, finalement, des informations. Ils se donnent une apparence très scientifique, en fait. C'est vraiment là, le piège. Là, c'est super convaincant. Ils mettent leurs sources, des sources que moi-même, des fois, je vais mettre dans mon contenu. Donc, les rapports, par exemple, du SCCS en Europe. Par contre, c'est la façon dont ils vont interpréter, finalement, ces sources-là, qui est mensongère. Donc, ils vont soit pas donner le résumé de l'analyse qui a été faite par les scientifiques, puis juste mettre ça dans les sources comme s'ils l'avaient considéré, mais les informations qui vont être mises de l'avant sont beaucoup plus alarmantes que la conclusion des scientifiques dans ces sources-là, finalement. Donc, on se donne une apparence scientifique, mais on a un squelette pseudo-scientifique. Donc, c'est de la pseudo-science très bien déguisée. Là. Oui, parce qu'en plus, c'est très, très populaire. Puis je pense qu'ils se veulent une réponse à des questions que se posent les consommateurs qui sont effrayés par tous les discours qu'ils voient, qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, bon, tout ça. Donc, c'est normal que les gens se questionnent, mais quand on utilise un outil comme ça empire les choses parce qu'il y a des très bons produits qui se retrouvent avec des notes comme 0, là, par exemple. Exactement. C'est fou, là, à quel point, je veux dire, c'est ça, de base, tous les produits devraient avoir 100 sur 100. Mais là, il y a des produits qui ont des notes de 0 sur 100. Dans le temps que j'étais cosméticienne, il y avait des clientes que ça faisait 20 ans qu'ils utilisaient un produit, puis là, soudainement, ça sort une note de 0 sur 100. Fait que là, ils angoissent. Ils pensent que, oh mon Dieu, est-ce que pendant les 20 dernières années que j'ai utilisé le produit, je me suis empoisonnée? Fait que là, ils veulent le changer. Oui, absolument. Puis moi, je peux te dire, j'ai rentré là-dedans des produits que j'utilise couramment, puis il n'y a aucun qui passe la note, là.
Ben, je suis pas surprise, j'avais Non, fait à un mais moment donné, c'est ça, c'est que vraiment, à un moment donné, c'est Ah oui. déprimant, là. Ah non, mais il y a des gens qui m'ont écrit là, pour me Mm. dire « Oh mon Dieu, ma voisine avait commencé à me parler de Yuka. » Puis là, j'ai Mm. commencé à tout scanner dans ma pharmacie, puis j'ai jeté plein de produits. Ah non, moi, j'ai Ça a rien amené jeté. du gaspillage. Ben non, je m'en doutais bien, Oui. mais une chance. Ouais, Parce oui. qu'il y en a pour qui ça a vraiment C'est un stressant. impact énorme là, sur leur choix de consommation. Même pour les cosméticiennes, par exemple, qui travaillent en pharmacie, ça va arriver souvent là, qu'ils vont recommander un produit, la cliente sort l'application Yuka, scanne le produit, puis finalement, ça sort une mauvaise note, donc ne va pas acheter le produit qui a été recommandé. Donc finalement aussi, est-ce qu'on se retrouve avec des produits qui répondent peut-être moins à nos besoins? Je Peut-être. pense que c'est un effet secondaire un peu de ces applications-là. Tu as nommé les parabènes, puis souvent, on va les pointer du doigt comme perturbateurs endocriniens, c'est ça? Oui, le terme perturbateur endocrinien revient très souvent là, au niveau des réseaux sociaux, puis c'est un terme qui fait peur, puis il y a beaucoup de gens qui sont inquiets au niveau de leurs hormones. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que oui, les parabènes ont une certaine activité endocrinienne, donc ils ont démontré une activité estrogénique, c'est-à-dire qu'ils pourraient imiter nos estrogènes dans un contexte en laboratoire. Par contre, aux doses utilisées dans les cosmétiques, de un, c'est pas des effets qui sont possibles dans le corps humain de base parce que de un, on les applique sur la peau, donc très faible pénétration dans le corps, puis ensuite, ils ont une puissance tellement faible comparativement à nos propres hormones qui ne seraient pas vraiment capables de compétitionner avec nos hormones pour générer finalement cette perturbation hormonale. Donc, oui, c'est pour ça qu'on dit, bon, ils sont suspectés d'être perturbateurs endocriniens, mais le bout de la phrase qu'on oublie de dire, c'est que dans le contexte d'utilisation des cosmétiques, c'est pas quelque chose qui est plausible d'un point de vue biologique. OK, je comprends. Est-ce qu'il y a un bénéfice à utiliser ça? Par exemple, moi, je suis allergique au parfum, OK? Donc, je fais vraiment une grosse réaction si je vais au soleil. Okay. Donc, je vérifie tout le temps la liste là, en pharmacie. C'est long, il faut que je prenne une photo, que je grossisse. Ouais. Peut-être que dans ces cas-là, c'est pratique, l'application. Mais il y a quand même des gens qui m'ont écrit, oui, justement, pour me dire exactement ça, pour me dire qu'ils s'en servent un peu comme une loupe qui leur permet de mieux cibler les ingrédients auxquels ils ont une intolérance ou une allergie. Donc, oui, c'est sûr que ça peut servir à ce niveau-là, mais en même temps, je suis désolée, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de créer une application? Je sais qu'on veut voir le côté positif des choses, mais ces applications-là sont trop problématiques. Là, je veux dire, on peut également juste prendre une photo puis zoomer sur la photo pour trouver les ingrédients. Mais je voudrais qu'on revienne sur un point qui me semble important, c'est l'encadrement, en fait, avant la mise en marché. Le point de vue réglementaire, Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça pour rassurer un peu les gens? Parce que là, tu nous as dit tout à l'heure que, bon, les applications comme Yuka, ça nous fait peur, ça sous-entend que ce qu'on a dans nos pharmacies, dans les magasins de beauté, c'est peut-être pas sécuritaire, mais qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce qu'on peut dire aux consommateurs? Mais en fait, c'est que ces applications-là entretiennent le discours comme quoi, on peut pas faire confiance finalement aux institutions ou aux affaires réglementaires parce que ça donne l'impression finalement que la sécurité des cosmétiques n'est pas encadrée et assurée par l'industrie et par les institutions, alors que c'est le cas. C'est ça, moi, que j'ai envie de dire aux consommateurs. Oui, c'est bien de questionner, puis on peut toujours exiger plus de la réglementation, puis elle évolue d'ailleurs, soit dit en passant, quand il y a des problèmes avec certains ingrédients ou avec l'environnement, par exemple. C'est quelque chose qui est toujours en mouvement, mais il reste que la sécurité des cosmétiques retombe d'abord et avant tout dans la cour des compagnies qui doivent s'assurer que leurs formules sont sécuritaires. Puis ensuite, les institutions exigent que les produits vendus sur le marché soient sécuritaires. Donc, ils ont comme une police un peu qui fait des audits dans les compagnies pour s'assurer que tout est conforme finalement. Là. Donc, c'est faux de penser que les cosmétiques ne sont pas encadrés par une réglementation. Puis je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Là. Souvent, dans mes commentaires sur les réseaux sociaux, je vais voir des commentaires comme moi, mais Santé Canada approuve les cigarettes, par exemple. Donc, ça veut dire qu'ils approuvent plein de choses complètement néfastes. Puis, tu sais, bon, c'est ça. Il y a toujours un peu de résistance quand je parle des institutions réglementaires, mais il reste que, dans le contexte des cosmétiques, cette industrie-là spécifique, il y a quand même beaucoup de transparence là, au niveau des données qui sont accessibles aussi. Il y a des listes qui sont disponibles de produits interdits, de choses comme ça. Il y a des substances interdites. Moi, il y a un site que j'aime beaucoup utiliser pour quand j'ai une question par rapport à un ingrédient spécifique, c'est cosmeticsinfo.org. Puis eux, ils font un peu comme un résumé de la réglementation dans les différentes régions du monde. Donc, au Canada, comment c'est réglementé, aux États-Unis, en Europe. Donc, ça nous donne quand même une belle transparence au niveau de l'évaluation du risque par rapport à cet ingrédient-là. Puis, c'est une source d'information qui est neutre. Là.
L'information fiable, c'est important parce que la désinformation, ça peut avoir des conséquences. Donc, des fois, quand on parle de soins, de cosmétiques, de soins de beauté, on se dit, bon, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Mais tu as un bon exemple à nous donner, là. Ben oui, c'est ça. Des fois, on peut se dire, bon, qu'est-ce que ça change si quelqu'un achète un cosmétique naturel ou synthétique? On s'en fout un peu, là. Ça n'aura pas d'impact sur la santé. Par contre, là où il peut y avoir de réelles conséquences, c'est au niveau de la crème solaire. Oui, Parce que vraiment. ce qu'on entend circuler sur les réseaux sociaux, c'est que la crème solaire serait toxique, donnerait le cancer et que le soleil, finalement, ne serait pas dangereux, qui serait plutôt bénéfique, source de vie sur Terre, donc qui permet la synthèse de vitamine D, etc. On vient finalement entremêler plein de choses, mais le narratif, finalement, qui ressort de ça, c'est arrêter de mettre de la crème solaire, arrêter de vous protéger du soleil. Là, il y a de réelles conséquences parce que ça pourrait mener au développement de cancer de la peau. Là. Bien Donc, sûr. là, on rigole plus. Là. Non. Surtout quand vraiment... on parle d'enfants, même d'adolescents, de jeunes personnes, c'est très, très, très problématique. La littérature est hyper claire sur le lien entre l'exposition au soleil et le cancer de la peau. Ah oui, c'est ça. Là, ça a été prouvé. C'est même plus quelque chose qu'on peut remettre en question. Là. Je veux dire, c'est très bien appuyé par les données scientifiques. On sait que le soleil, oui, à faible dose, là, peut avoir des bénéfices, permettre la synthèse de la vitamine D, etc. On n'a jamais caché ça non plus. Là. Des fois, il y a un peu cette théorie-là selon laquelle... C'est pas un ou l'autre, là. Exactement. Là, l'été, c'était comme, ben là, les scientifiques ont voulu nous mentir sur les bénéfices du soleil en nous disant de s'en protéger, mais ça n'a jamais été le cas. C'est juste qu'une dose cumulée à long terme, dans le fond, peut mener au développement du cancer de la peau. Là. Donc, c'est vraiment là que le risque est. Donc, c'est sûr que la crème solaire, c'est pas la seule façon de se protéger du soleil, mais c'est une très bonne façon. Là. Oui, c'est ça. On peut se mettre à l'ombre, éviter le soleil quand il est à son zénith, les vêtements protecteurs, etc. Mais c'est sûr que je pense que la crème solaire répond quand même à un très grand besoin là, dans la population pour se protéger du soleil parce que le monde aime ça aller à la plage. Oui. Donc, c'est sûr que la crème solaire est super importante et sécuritaire. La crème solaire ne cause pas le cancer. Non, c'est ça. Combien de fois il va falloir le répéter pour se faire croire, mais il n'y a aucune preuve là, que les filtres solaires, qu'ils soient organiques ou minéraux dans les crèmes solaires, pourraient engendrer un cancer quelconque. Là. Donc ça, c'est pas quelque chose qui a été établi dans la littérature scientifique. Il faut faire attention aussi à comment on interprète les données. Là. C'est sûr que si on regarde des données des rats qui ont ingéré 800 fois la dose du filtre solaire qui est utilisé dans notre crème solaire, c'est sûr que ça peut peut-être faire peur, mais il faut vraiment mettre les choses en contexte. Puis il faut garder en tête aussi que les crèmes solaires au Canada sont réglementées comme des médicaments ou des produits naturels, dépendamment du filtre qu'ils contiennent. Donc, on n'est même plus dans la catégorie des cosmétiques. Là. Donc, les niveaux de preuve aussi, puis de preuve de sécurité sont encore plus élevés pour ces produits-là. Donc, s'il y avait réellement un problème avec les crèmes solaires, on peut être sûr et certain que les produits problématiques seraient retirés des tablettes très rapidement. Bien sûr. Puis ça écoute, l'Ordre des chimistes a réagi, les dermatologues aussi. Puis on sait que malheureusement, ce type de désinformation là, fait en sorte qu'il y a de plus en plus de personnes là, qui se méfient des écrans solaires. C'est très problématique. Oui, il y avait une étude aussi qui était sortie, même qui avait évalué au Canada, là, mais le nombre, le pourcentage de gens qui portent la crème solaire est assez je inquiétant, l'ai ici. C'est la majorité des Canadiens n'utilisent jamais ou irrégulièrement d'écran solaire. C'est 64 sur le corps et 58 sur le visage. Donc, c'est vraiment la grande majorité des gens qui n'utilisent jamais ça ou presque jamais ça. Exact. Ils passent plus de temps au soleil durant les heures où les rayons UV sont à leur plus fort, soit entre 10h et 16h. Fait que là, on est vraiment ces problématiques. Là. On a vraiment cette problématique-là. Puis une autre problématique aussi est que si les gens portent de la crème solaire, des fois, ça se peut qu'elle soit prise un peu comme une permission de s'exposer au soleil, qu'elle soit pas appliquée en quantité suffisante aussi pour se protéger. Donc, ça nous donne l'impression d'être protégé, mais finalement, on n'a pas vraiment la protection souhaitée parce que les crèmes solaires, leur protection est dose dépendante. Donc, la vraie quantité qu'il faudrait appliquer selon les études qui sont faites en laboratoire, c'est 2 mg de crème solaire par centimètre carré. Donc, ça veut rien dire là, quand je dis ça. Mais sur le visage, ça ressemble à une demi-cuillère à thé de crème solaire sur le corps, environ 35 ml. Donc, c'est quand même plus que ce qu'on pourrait penser. Puis, ce qui se passe, c'est que si j'en applique... Il faut la réappliquer aux 2 heures, effectivement. Si j'en applique 50 de la quantité que je devrais appliquer, je vais me ramasser avec 50 de la protection solaire, du facteur de protection solaire que je pensais avoir. Donc, un FPS 50 appliqué à 50 va devenir un FPS 25, ce qui laisse passer beaucoup plus de rayons UV dans la peau, finalement. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des études qui peuvent sembler contradictoires, qui montrent que des gens qui mettent de la crème solaire ont plus
cancer de la peau, mais c'est parce que Oui. c'est des gens qui allaient beaucoup, beaucoup, beaucoup au soleil Ben, c'est sans être exactement. suffisamment protégés. Exact. C'est vraiment de là que le mythe est parti. Là, on avait observé que, plus les gens mettent de la crème solaire, plus ils ont de cancer de la peau. Donc, on pourrait faire un lien rapide en se disant, c'est de la faute de la crème solaire, dans le fond. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est le soleil qui est à la source des cancers de la peau. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là ont pris la crème solaire comme une permission, n'en ont pas appliqué assez, donc ont été finalement plus exposés au soleil C'est ça. que les gens qui sont pas allés au soleil. Donc, Oui. ça a mené à des cancers. Mais c'est tellement un bon exemple de montrer à quel point ça demande des explications parfois. Là. Ouais. Puis c'est pour ça aussi que parfois, c'est facile de tomber dans le panneau là, quand on lit pas bien cette étude-là, alors que c'est très clairement écrit dans cette étude là, que c'est pour cette raison-là que ces personnes-là avaient plus de cancer. Ben oui, les chercheurs l'ont mentionné dans la conclusion, Ben oui, mais c'est pas ça qui a été retenu finalement. Oui, ça aussi, on appelle ça là, faire du cherry picking. Là. On laisse de côté certaines informations importantes. Bon, ben merci avec ça. Puis pour ce qui est des inquiétudes pour la crème solaire, là, avec l'oxybenzone, il y a des gens qui craignent ce perturbateur endocrinien-là. Puis il y a quand même des études qui ont calculé l'exposition que ça prendrait là, pour avoir le même effet que sur les rats, là, de perturber les hormones. Puis ça prendrait 277 ans d'utilisation de crème solaire pour qu'un individu absorbe une dose systémique. Donc, il y aurait les mêmes effets. Puis ça, c'est selon une étude du Journal of the American Academy of Dermatology. Donc, quand même, ça met les choses en perspective. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Là. Je Oui, pense c'est pas ça. que c'est vraiment plausible. Non, exact. Sarah, je voudrais qu'on parle rapidement aussi de tous ces produits dont on n'a pas besoin, mais qui ciblent surtout les enfants. Là. Dans le fond, on est vraiment en train de pousser à la surconsommation de produits pour la peau. Oui, ben j'aime dire que l'industrie de la beauté veut la peau des jeunes de plus en plus jeunes, puis on le voit très clairement dans le phénomène notamment des Sephora Kids, où on voit sur les réseaux sociaux des jeunes de 9-10 ans, là, même pas rendus au secondaire, qui montent leur routine de soins avec 10-12 produits des fois. Ce qui est absolument pas nécessaire pour qui que ce soit, mais encore moins pour une peau jeune qui est dans son fonctionnement optimal. Là, je veux dire, il y a beaucoup de gens, je pense, qui rêveraient de retourner à cette peau. Je garantis. Donc, finalement, il n'y a aucun bénéfice vraiment à utiliser autant de produits. Puis il y a surtout des risques d'irritation, surtout. Parce que les produits qui deviennent populaires à travers les réseaux sociaux, là, c'est fou à quel point les réseaux sociaux sont puissants. Des fois, il y a un produit qui va devenir super populaire, puis là, tout le monde le veut, tout le monde l'utilise. Mais en fait, ce produit-là contient 10 par exemple, d'acide glycolique, donc va être assez irritant pour une peau quelconque, encore plus pour une peau jeune qui n'est pas pleinement développée. Donc, les enfants, de quoi pourraient-ils avoir besoin? Là? Disons là, qu'on s'adresse aux parents qui font moi, j'aimerais en parler avec ma jeune fille ou mon jeune garçon. Bien, je pense que c'est bien quand même d'encourager les jeunes à prendre soin de leur peau si c'est quelque chose qui leur parle, qui les interpelle. On reste vraiment aux bases. Là. Donc, un petit nettoyant, crème hydratante, crème solaire si on s'expose au soleil, ça, je pense que c'est quelque chose qui est bon d'inculquer aux jeunes le plus jeune possible que la protection solaire est importante parce que le soleil cause le cancer et non pas la crème solaire. Donc, c'est vraiment de rester à la base. C'est sûr que si un jeune n'a pas de problématique de peau, que la peau ne lui tiraille pas, etc., c'est pas obligatoire non plus d'utiliser des cosmétiques. Puis j'ai même envie d'appliquer cette règle-là aux adultes aussi. Là. Dans le sens qu'il y a des gens, des fois, qui m'écrivent puis ils sont comme, hey, je me sens tellement mal. J'ai jamais mis ça de la crème hydratante. Exactement. Moi, tout ce que je fais, c'est de me laver le visage avec mon savon dans la douche. Puis c'est ça qui fonctionne pour moi. Puis tant mieux, en fait, si c'est ça qui fonctionne pour les gens. Puis moi, je vais jamais acheter l'idée qu'il faudrait forcer des gens à utiliser des cosmétiques. Là. Il y a plusieurs bénéfices, mais... Donc, pour des jeunes, peut-être produits nettoyants, une petite crème hydratante, écran solaire pour tout le monde qui va au soleil là, durant les heures où le soleil est bien présent. Exact. Puis, pour améliorer, disons, l'apparence de la peau, diminuer les ridules, enlever les petites taches, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent, disons, pas pour enlever les rides complètement, là, mais... Non, c'est ça. Bon, les premières choses qu'il faut dire, c'est que le vieillissement de la peau, il y a une partie qui... On peut pas la contrôler avec les cosmétiques. C'est intrinsèque. Notre corps vieillit, notre peau vieillit. Là, ça dépend de la génétique et du temps. Après, il y a une autre partie du vieillissement qui est plus affectée par les facteurs externes. Donc, il y a évidemment le stress, la fumée de cigarette, par exemple, mais surtout
le soleil. Ouais. Donc, le soleil va vraiment générer ce qu'on appelle un photovieillissement, donc un vieillissement accéléré de la peau qui va se caractériser par l'apparition de taches pigmentaires, des taches brunes sur la peau. On peut avoir des rides, des ridules qui commencent à se tracer, perte de fermeté, etc. Donc, oui, il y a vraiment des ingrédients dans les cosmétiques qui ont fait leur preuve, point de vue scientifique, qui peuvent aider, de un, à ralentir ce processus de vieillissement, oui, dans une certaine mesure. Pas anti-âge, là, c'est juste, c'est ça, on ralentit. Oui, on ralentit ou on peut renverser certains signes de l'âge qui se sont installés. Parmi les ingrédients stars, il y a vraiment tous les rétinoïdes, mais en fait, c'est vraiment le rétinol dont on va parler surtout parce que c'est lui qui est disponible en vente libre. Donc, c'est un ingrédient, c'est une forme de vitamine A, dans le fond, qui a certainement le plus gros corpus de données scientifiques. C'est pour ça que les dermatologues le recommandent énormément parce qu'on a des preuves, des études cliniques qui ont été faites sur la peau de participants. On a vraiment observé une amélioration au niveau de la profondeur des ridules, de la production de collagène, de l'apparence générale de la peau. Ensuite, il y a aussi la vitamine C qui est un excellent ingrédient, autant en prévention, donc qui agit comme un antioxydant qui va neutraliser les radicaux libres générés par l'environnement extérieur, les rayons du soleil. Puis, on a aussi les acides exfoliants comme les AHA, donc acide glycolique, par exemple, acide lactique, qui vont plus travailler au niveau de l'exfoliation de la peau. Donc ça, je dirais que c'est comme la sainte trinité un peu des ingrédients actifs dans les cosmétiques. Mais après, il y en a plein d'autres qui ont également des preuves scientifiques assez robustes, là, donc niacinamide, l'acide hyaluronique, etc. Mais c'est sûr que ces trois ingrédients-là, donc rétinol, vitamine C et les acides exfoliants, sont vraiment les plus prouvés scientifiquement comme pouvant agir sur les signes de l'âge. Oui, c'est ça. Donc, qu'il y a une bonne littérature là-dessus. Ouais. Après, ça va dépendre de la concentration. Il faut les mettre... Là, c'est bien beau de parler des ingrédients, mais tout est une question de formulation, à quelle dose ils vont être, mais aussi même le véhicule, donc comment ils vont être formulés finalement. Ça aussi, ça va influencer la pénétration des ingrédients parce que c'est bien beau de dire qu'on a mis tel ingrédient dans une formule. Après, il faut qu'ils se rendent au site d'action pour générer ces effets sur la peau. Puis c'est pour ça que, oui, j'aime ça parler des ingrédients actifs, mais je pense que ce qui peut le plus aider les gens à s'y retrouver finalement dans les cosmétiques, c'est surtout de lire les étiquettes puis qu'est-ce qui nous est dit finalement dans le marketing. Comme quoi, par exemple? Bien, par exemple, si on me dit que 95% des femmes ont trouvé que leur peau était plus hydratée après avoir utilisé cette crème, mais ce que ça me dit, c'est qu'on a fait un test consommateur. Donc, il y a un certain nombre de femmes qui ont testé la crème, puis après, par auto-évaluation, 95% d'entre elles ont dit, ben oui, j'ai l'impression que ma peau est plus hydratée. OK. Mais les compagnies aussi, des fois, vont faire vraiment des études cliniques. Donc, aller mesurer avec des appareils, ben après tant de semaines d'utilisation de cette formule finale, le cosmétique, vraiment, on a observé une réduction des rides de tant de %. Parce que la réalité de la chose, là, c'est que la plupart du temps, les cosmétiques anti-âge sont formulés avec une combinaison d'ingrédients actifs. Bien, j'imagine, oui, c'est ça. C'est vraiment la formule finale. Crème de jour, crème de soir, puis là, on sait qu'il y a de la vitamine C dedans ou du rétinol. Voilà, OK, ouais. Mais moi, je trouve ça quand même vraiment pertinent de regarder est-ce que la formule finale a été testée, a fait ses preuves, parce que c'est vraiment ça, au final, qui va nous permettre le mieux d'estimer à quel résultat est-ce que je peux m'attendre avec tel produit. Plutôt que de juste dire, OK, dans tel produit, il y a du rétinol. Sûrement que le produit fonctionne assez bien, mais c'est qu'il y a aussi des produits pour lesquels, je veux dire, il y a des ingrédients quand même instables. Le vitamine C, rétinol, c'est des ingrédients difficiles à formuler qui peuvent se dégrader avec la chaleur, la lumière, etc. Donc, c'est pas suffisant de juste dire qu'un produit contient du rétinol. L'idéal, c'est qu'il ait vraiment été testé sous sa forme finale. Forme finale, puis on peut se fier à ce genre de mention-là. Oui, donc, parce que selon la réglementation, toute allégation qui va être faite sur les cosmétiques se doit d'être vraie. S'il était pour y avoir une inspection, il faudrait que ça soit vérifiable, dans le fond. D'accord. Donc, oui, il y a pas... Ça, c'est pas quelque chose qui peut être mensonger au niveau des cosmétiques. Puis, est-ce qu'ils sont obligés de mentionner le nombre de personnes sur lesquelles le test a été fait? J'oserais croire que oui, ça serait à revérifier, mais c'est pas mal toujours mentionné. Mais c'est ça. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention. Faut comme bien parler français, finalement. Faut regarder comment est-ce que ça a été formulé. Parce que est-ce que j'ai dit que mon sérum est à la vitamine C éclaircissante? Donc là, on fait référence à l'adjectif va à qui, finalement? Est-ce que c'est le sérum ou c'est la vitamine C qui est éclaircissante? Parce que les compagnies peuvent aussi faire des allégations juste sur la base de la présence d'ingrédients. Donc, dire que tel sérum va réduire l'apparence des taches brunes sans avoir prouvé que la formule finale fait ça. Ils ont juste dit ça parce qu'il y a la présence de tel ingrédient. Fait que c'est là où les cosmétiques, malheureusement, n'ont pas autant
d'exigence de preuve toujours d'efficacité que Et là, médicaments. Oui, puis il y aurait place à amélioration. Certainement. Oui. Mais il y a surtout place, je pense, à l'éducation Bien des sûr. consommateurs. Parce que c'est quand même bien défini dans la réglementation, mais c'est surtout nous, en tant que consommateurs. On ne sait pas comment lire ça. On ne sait pas comment lire ça. Puis ça, c'est vraiment une de mes grandes missions avec Miss Derm, d'aider les gens à mieux décoder les étiquettes, qu'est-ce qui nous est dit à travers le marketing. Parce que finalement, c'est pas si sorcier que ça. Il faut juste savoir lire. Savoir comment le faire. Juste... Ben, c'est intéressant. Puis on se méfie peut-être aussi des photos avant-après. Maintenant, on sait là, que ça peut se faire vraiment facilement. Oui, il faut faire attention sur les réseaux sociaux, surtout les photos avant-après qui n'ont pas été prises dans le même angle, ou même qui ont été littéralement manipulées par l'intelligence artificielle. Là. J'en ai vu pour des produits qui se vendent en ligne. Mais ceux qu'on retrouve, par contre, sur les emballages des compagnies, la plupart du temps, ce sont des tests qui vont avoir été faits à l'externe. Donc, une compagnie qui a déjà les appareils nécessaires pour prendre les photos avant-après, pour faire les tests cliniques. Puis vraiment, la tête va comme rentrer dans un petit cubicule, genre pour qu'il y ait le même angle, le même éclairage, pour que ça soit réplicable finalement, pour vraiment observer les effets avant-après. Bon, ben ça, c'est vraiment une nuance super intéressante que tu nous donnes. L'autre chose, finalement, que je me rends compte qu'on n'a pas nommé, c'est évidemment la crème solaire. Hein. Ben oui. Qui est excellente pour quand même prévenir le plus possible le vieillissement accéléré de la peau qui est généré par les rayons UV. Là. Oui. Puis, tu sais, je dirais peut-être une petite parenthèse que même si on utilise tout ça, la peau vieillit. Là. Moi, j'utilise tout ça depuis très longtemps, puis j'en ai des rides. Ben, exactement. Il y a une partie qui est incontrôlable. Je pense qu'il faut ajuster nos attentes aussi envers les cosmétiques. Ils ont leurs limites, puis l'important, c'est d'être constant dans notre usage. Bien sûr, exactement. La prévention aussi, c'est la meilleure chose, donc dont la protection solaire. Mais oui, t'as raison. C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à... C'est pas des produits miracles. Non, exactement. Mais écoute, Sarah, c'était vraiment un entretien intéressant. Je pense que les gens vont retenir de bonnes astuces de cet entretien-là. Puis, donc, on fait attention à l'information qu'on consomme. Mais est-ce que tu aurais peut-être des bonnes sources d'informations à nous suggérer? Ben, on les a nommés un peu en début d'épisode. Il y a 2 vulgarisatrices scientifiques que j'adore suivre. Je les suis depuis des années. Sources d'informations très fiables. Qui réfèrent aussi toujours à leurs sources. Donc, j'aime aussi cette transparence qu'elles offrent. Donc, il y a Lab Muffin Beauty Science, Michelle Wang de son vrai nom. Oui, en anglais. The Echo Well. Donc, ça, c'est Jen Novakovic, une Canadienne. Bon, ça, c'est du contenu en anglais, là, finalement, que je suis en train de nommer. Mais c'est vraiment des scientifiques qui se spécialisent au niveau de la vulgarisation des cosmétiques. Très bien fait. Oui, vraiment des sources d'informations super fiables. The Echo Well, il y a même un balado où est-ce qu'elle reçoit plein d'invités de l'industrie. Fait que, pour les gens qui ont un peu plus une curiosité par rapport à comment ça fonctionne dans l'industrie, puis la sécurité, je dirais, touche à plein de thèmes, puis elle s'intéresse aussi à l'aspect environnemental de l'impact des cosmétiques, donc super intéressant. Il y a le site cosmeticsinfo.org aussi, auquel je me réfère souvent pour voir un résumé un peu le profil des ingrédients si j'ai des questions. Donc, je pense que ça, c'est une source assez fiable pour les consommateurs, consommatrices de cosmétiques. S'ils ont peur de, par exemple, les parabènes, ben, ils peuvent aller voir là-dessus, finalement. Comment est-ce que c'est réglementé, cet ingrédient-là, à l'international? Et évidemment, ben, je vais faire un peu de publicité pour moi. Donc, allez suivre Miss Derm. Oui, bien sûr. T'es présente sur quels réseaux sociaux? Je suis pas mal partout. Donc, Instagram, TikTok, Facebook. J'ai aussi ma chaîne YouTube qui se développe tranquillement pas vite. Donc, mon contenu est accessible sur toutes ces plateformes. Puis c'est ça, je fais vraiment de mon mieux pour être une source d'information fiable, puis de faire attention à être transparente aussi au niveau de mes sources. Puis mon but, c'est vraiment de permettre aux gens de faire des choix plus éclairés. Donc, je pense vraiment que le savoir, c'est le pouvoir. Puis plus on a accès à ce savoir-là, pas erroné, parce que, mettons, Yuka pourrait donner l'impression qu'on a accès au savoir. Oui, c'est ça. Ce ne sont pas de réelles informations. Bon, ben, moi, je te souhaite une belle deuxième année qui s'entame. Donc, et puis, merci d'avoir participé à l'émission. Merci pour l'invitation. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si oui, ben, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux. Le détecteur de rumeurs est une production de l'agence Science Presse soutenue par le scientifique en chef, le Fonds de recherche du Québec ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. À la réalisation, Bruno Mercure, à l'animation et la production moi-même, Ève Baudin. On tourne au studio Réservoir Audio. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode et d'ici là, n'oubliez pas de vous informer auprès de sources fiables.